Bienvenue à Barça aujourd'hui, c'est un plaisir de t'avoir ici avec nous. Nous avons le grand Miguel Galán, président de la FENAFE, avocat, spécialiste en droit du sport et l'homme du moment. Pourquoi utilises-tu les réseaux sociaux récemment? Notre communauté compte plus de 700 personnes en direct sur Twitch actuellement. Il y a ce matin, j'avais hâte de t'avoir ici, Miguel, pour t'écouter. Bien. Eh bien, merci beaucoup. C'est vrai que j'ai déjà été viral à d'autres occasions, pour d'autres raisons, mais jamais avec autant de virulence qu'aujourd'hui. C'est sans doute car des sujets comme l'invalidation de Villar ou Rubial touchent moins les supporters, comme ces choses qui affectent directement Barcelone, le Real Madrid, Séville. Donc, ce n'est pas non plus mon intention de devenir viral, ni de devenir TikToker, ni influenceur, ni rien de tout ça. C'est-à-dire, je m'exprime librement et cette liberté juridique que j'ai, au final, me permet de ne pas suivre le courant. Et les récits juridiques imposés par certaines personnes qui sont proches d'un club ou d'un autre. Parfois, cela ira dans l'intérêt du Barcelone, parfois du Real Madrid ou d'autres encore. Séville et d'autres avec ceux du Rayo de Carlos. À ce sujet, je me dis souvent que je ne suis ni pour Barcelone, ni pour Madrid. Effectivement, oui, monsieur, c'est comme ça qu'on t'a lu et qu'on t'a écouté sur ton compte officiel Twitter. Parce qu'il y a à peine 48 heures, monsieur Javier Tebas, président de la Ligue, a encore fait des déclarations très personnelles parce que à chaque fois qu'il a un micro à la main, il parle du Barça. Miguel, comprends-nous. En tant que supporter du Barça, ça nous dérange que le président de la Ligue saisisse chaque occasion. C'est-à-dire, il parle et en plus en mal parce que ça n'apporte rien. Je comprends qu'il puisse donner son avis, mais à chaque intervention, il provoque des vagues et critique souvent le Barça. Et dans ce cas, et sur le sujet de la règle 1 pour 1 et du fair play financier, que tu démentais, que tu disais que c'était faux. Tebas disait que le Barça ne respectait pas la règle 1 pour 1 et devait agir pour s'y conformer. On en a marre. Peux-tu expliquer pourquoi Tebas ment? Miguel? Tout d'abord, Javier Tebas bénéficie de la liberté d'expression comme tout le monde. Tout le monde. Parce qu'en plus, s'il ne parlait pas, les gens diraient en ici qu'il ne parle pas, il ne parle pas, comme c'était le cas pour Ángel María Villar, qui ne parlait pas. Ensuite, une fois que je l'ai instauré, maintenant, il a fait le tour de toutes les télévisions et il paraît être un homme très docile. Mais de la liberté d'expression à une croisade. Toujours contre Barcelone, parfois contre Madrid, surtout Barcelone, ça n'a aucun sens. Je dis toujours que Javier Tebas est le Donald Trump de l'Espagne, c'est-à-dire il est très dangereux avec Twitter. Eh bien, à la place du président de la Ligue, je ferai plus attention à mes commentaires publics. Pour répondre à ta question, voyons voir. Je répète cela depuis longtemps et je suis heureux que Joan Laporta, président de Barcelone, l'ait enfin dit hier. Je n'ai jamais parlé à ces personnes et non, le Barça ne me paie pas. Je n'ai jamais parlé avec Laporta, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai jamais parlé au téléphone. On s'est juste croisés lors de quelques événements et rien de plus. Hier, le président Laporta m'a croisé. Il a dit devant son sénateur du club qu'ils étaient dans la règle 1 pour 1. Et pourquoi dit-il ça? Laporta, d'abord pour plusieurs raisons. De mon point de vue, personne ne m'a informé. Il sait déjà que le nouvel auditeur lui a donné le feu vert. C'est nouveau ce que je dis aujourd'hui. Comme l'a dit l'auditeur, je vais déjà te comptabiliser. Je vais déjà comptabiliser les 100 millions d'euros du siège Very Important Person. Pourquoi? Parce que c'était l'une des choses pour lesquelles Tebas disait qu'ils étaient en dehors de la règle numéro 1. Et la deuxième raison, c'est que d'un point de vue juridique, il n'y a pas eu de décision depuis janvier qui dise le contraire. Nous allons faire un petit rappel chronologique des faits, d'accord? Pour que les gens comprennent. En décembre, d'accord? En décembre, Joan Laporta et le Football Club Barcelone présentent ce levier, ici nommé ainsi. Le 31 décembre au soir pour le Nouvel An, vous savez comment sont les réveillons en Espagne. La Liga dit au Football Club Barcelone « Eh, opération réussie, mais nécessite des conditions pour être effective. Et que je l'accepte, tu dois m'apporter 40 millions d'euros, ce qui n'apparaît dans aucun règlement, le 31 décembre le même jour.
il exige une garantie supplémentaire qui n'est pas requise par les règlements, ni complétée par la réglementation, et c'est pour cela qu'il ne peut pas inscrire Daniel Mo, d'accord? Barcelone ne baisse pas les bras. 3 ou 4 jours plus tard, début janvier, il présente les 40 kilos. Et c'est 40 millions d'euros, pas 10. La Ligue lui répond, maintenant, oui, car avec la garantie supplémentaire demandée, j'applique la règle 1 pour 1, mais Dani Olmo n'a pas été inscrit. Et il fait appel. Et on sait déjà ce qui s'est passé. Alors, depuis cette semaine de janvier où le Barcelone, avec cette garantie, il respecte la règle numéro 1. Vous êtes d'accord, non? Il s'avère que l'auditeur de janvier qui a comptabilisé dans les comptes du club ce levier comme un actif réel, et il en arrive un autre avec un autre critère qui est erroné selon mon point de vue, mais comme je ne suis pas économiste et que je ne veux pas discuter, parce que après, les critères des économistes me mettent en difficulté. Mais moi, je pense que ce n'est pas un actif, mais bon, parce que je pense que c'est un bon actif. Tu dis que tu l'exclus des comptes car tu penses que comme les sièges Very Important Person ne sont pas terminés, on ne peut pas les comptabiliser comme des actifs. Quand Barcelone présente ses comptes à la Ligue, il précise qu'un élément est exclu en raison d'un désaccord avec l'auditeur. Et alors, à la Ligue, profitant des 2 jours restants avant la résolution de l'affaire Olmo, ils savaient comme moi que ce serait favorable au Barça, car le Conseil supérieur de l'information l'avait déjà révélé. Et à eux comme à moi, ils ont donc publié un communiqué révélant les états financiers du Football Club Barcelone, révélant des données et des données du compte de pertes et profits, en remplissant mon devoir de conseiller. Le Barça, n'ayant pas comptabilisé cela auprès de la Ligue, sort de la règle 1 pour 1. Avec ça, il tue Pajado d'un seul coup. Faire appel en administratif, comme pour Olmo, en invoquant l'absence de conformité à la règle 1.1 et donc la non-inscription pour se défendre. Publiquement du fait que ce n'est pas réglementé, 1.1. Mais il n'y a pas de résolution, c'est un communiqué, puis ce communiqué. Le lendemain, Javier Tebas réalise son erreur en voyant mon tweet viral sur une possible suspension et le retire. En même temps, Barcelone a publié un autre communiqué accusant Tebas de ne pas respecter les règles et de le menacer de dénonciation. Et ensuite, nous en parlerons. Par conséquent, depuis la date de ce communiqué, Javier Tebas considère qu'ils sont en dehors de la règle 1.1. Bon, mais ça, c'est ce qu'il comprend, lui. En droit, il existe la sécurité juridique. Que signifie-t-elle? Les administrés doivent bénéficier d'une sécurité juridique avec une décision. Pourquoi? Parce que si tu me donnes une décision disant que je sors de la règle 1.1, je peux faire appel, car dans mon droit, il y a une défense. Mais que se passe-t-il? Pourquoi ne prennent-ils pas cette décision? Si la décision est prise, Barcelone fera appel au Conseil supérieur des sports et gagnera. Et c'est pour ça qu'ils ne prennent pas la décision, ils laissent ça en suspens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'hier, dans l'une des déclarations de Javier Tebas, il a un peu lâché prise et il est revenu sur ses propos. Il s'en est rendu compte? N'est-ce pas? Comme c'est curieux. Bien sûr, après m'avoir entendu. Après avoir entendu le président Laporta au Sénat. Il a dit hier, il est dans ce qu'ils font à l'IFEMA, le Subimat. Et il a dit, bon, Barcelone ne peut pas recruter, parce qu'ils ne peuvent pas recruter avant le 1er juillet. Voilà, après le 1er juillet, on verra. Il ne dit plus rien, qu'il y a rien. Par conséquent, c'est l'explication de pourquoi je pense qu'il y a la règle 1.1, d'accord? Même si beaucoup répètent ce que dit la chaîne SER, que je considère comme un média, très fiable. Hier, dans un tweet, j'ai répondu « Non, ce n'est pas parce qu'on répète un mensonge qu'il va devenir une vérité. La Liga ne peut pas tout faire sous prétexte qu'elle commande. » Alors, comme je te dis, cela créerait une grande insécurité juridique. Parce qu'on dépendrait de l'humeur de Javier le matin, s'il se lève du pied gauche, du pied droit, s'il est en colère ou content. Alors, aujourd'hui, je me lève content avec Barcelone, puis je demande une faveur. Demain contre Madrid, aujourd'hui contre Barcelone, demain contre Séville. Non, mon gars, il doit y avoir une résolution là-dedans et quelque chose pour qu'on puisse faire appel. J'insiste donc, Barcelone respecte la règle 1.1. Voilà, je pense que ça a été très clair, Miguel. Au final, ces choses donnent l'occasion aux médias et aux personnes qui ne sont pas préparées ou qui ne maîtrisent pas bien le sujet de dire des bêtises et des sottises et de désinformer. Et il crée de la tension.
car il y a 48 heures à Bilbao, on évoquait déjà Nico Williams sur Télé Bilbao. Un homme en direct a affirmé que le Barça falsifie ses comptes avec des leviers financiers. Au niveau légal, avec la vente d'actifs qu'a faite Miguel, a-t-il commis une quelconque illégalité? On dirait qu'on a volé quelque chose. Je ne sais pas. Il n'a commis aucune illégalité. Il faut aussi noter une chose curieuse. Invoquée par les avocats de Barcelone lors de la sanction, cette future sanction de l'Union des associations européennes de football est très importante. De plus, cela coïncide avec l'Athletic Bilbao et le Real Madrid, car ces trois clubs ne sont pas des sociétés sportives. Par conséquent, ils doivent faire toute une série de choses pour pouvoir agir. Celui-là. Financier qui, il y a 3 mois, étranglait Barcelone et fut le cobaye. Parce que maintenant, il l'a assoupli, c'est-à-dire la nouvelle modification de flexibilité financière dont il a parlé récemment aurait permis au moins d'inscrire Dani Armo, qui a payé les pots de cassés, et ce que Barcelone a eu fils. Et quand il l'a déjà laissé complètement terminer au soleil, maintenant il change la règle pour que les autres en profitent. C'est bien ce qu'a fait Dali, très fort, non? Xavi l'a fait, maintenant tu réduis la masse salariale. Et toutes ces années où Barcelone a fait levier, je ne sais même pas pourquoi, les journalistes parlent de levier, le mot levier, avec un ton péjoratif. Oui, méprisant, tout est méprisant. Je n'ai aucun lien. Il me semble qu'actuellement, vu l'état du Barça, il faudrait lui ériger un monument. Il a gagné la Liga, il a retiré les leviers, qui ne le sont pas vraiment, ce sont juste des opérations financières légales. Par conséquent, l'appeler levier sur un ton péjoratif. Eh bien, je dis bravo à Rebel Olé pour lui, parce qu'il a maintenu un club en vie avec une dette de plusieurs millions. Toute autre entité avec 1 milliard d'euros de dette aurait déjà disparu et serait en liquidation. Tu me comprends? Le Barça a atteint 1 milliard d'euros à cause de Bartomeu, de son équipe et de Javier Tebas qui l'a permis. C'est-à-dire quoi maintenant? Qui a permis de s'endetter jusqu'au cou. Maintenant, tu viens avec l'oncle Paco aux soldes à la porte et tu dis « Eh, en un an, règle tout !» Non, laisse-moi du temps pour faire ses plans et construire un nouveau stade afin d'augmenter les revenus. Alors, je pense que sur ce point, ces journalistes dont tu parles, ce que le Barça doit faire, c'est vrai qu'il y a des défauts. Le Barça a de bons services juridiques, parce que dans l'affaire Olmo, ils l'ont très bien défendu, et dans ce cas, l'Union des associations européennes de football l'a aussi très bien défendu. Mais il manque des personnes là, du département juridique, des porte-paroles juridiques, au lieu que ce soit Miguel Galán qui s'exprime, qui n'est pas un supporter du Barça, ou qu'ils sortent eux-mêmes pour agir et tenir tête au président de la Liga, comme il le fait sur Twitter. Qu'un porte-parole économique s'exprime sur Twitter ou par communiqué, je démissionne à chaque intervention de ce monsieur pour gagner en visibilité médiatique. Sinon, si le BASA ne dément pas avec des arguments juridiques et que le président Joan n'est pas préparé, ce travail revient au porte-parole des services juridiques ou du conseil électif, pas à lui. Il restera des choses que les médias jugeront vraies, non? Nous parlerons aussi de l'affaire Negreira et autres sujets similaires. Parce que personne ne sort pour le démentir. Si un journaliste à Bilbao accuse le Barça de falsifier ses comptes et que le club porte plainte pour injures et calomnies le lendemain, tu verras qu'il y a des journalistes qui ne vont pas oser dire quoi que ce soit. Quand le Football Club Barcelone aura intenté 10 ou 15 procès à des journalistes qui les accusent de corruption sportive, de fausseté, eh bien, on verra bien. Mais le Football Club Barcelone, je ne sais pas pourquoi, ne veut pas se lancer dans cette guerre juridique contre les journalistes ou les commentateurs, alors qu'on est déjà en train de condamner le Barça pour corruption sportive sans qu'il y ait de jugement. En effet, le préjudice pour la réputation du club est irréversible. Parce que, bien sûr, maintenant, explique tout cela aux gens ordinaires. Tout ce dont nous parlons ici. Ce n'était pas simple, parce que cela a déjà été raconté tant de fois, comme tu l'as bien dit à Miguel. Un mensonge répété de nombreuses fois, à la fin, les gens finissent par y croire. Et si au club on ne nie pas catégoriquement, eh bien, au final, ce doute s'installe et les gens n'arrêtent pas d'évoquer ce genre de sujet. L'affaire Negreira, où en est-elle aujourd'hui, Miguel? Où en est l'affaire Negreira? Eh bien, regarde l'affaire Negreira. Il y a eu une contestation de la part des avocats d'Albert Soler, à laquelle se sont également joints la défense du Football Club Barcelone de Joan Laporte et compagnie.
Il contestait la prolongation de l'instruction décidée par la juge. Pourquoi? La notification a été faite aux parties 15 jours plus tard, après 7 mois d'inactivité, lors de la dernière prolongation de l'instruction. Avant cela, dit la juge, pour vol à l'instruction, il manque un rapport de la garde civile et les dépositions. Par conséquent, on ne peut pas le faire tant que je ne pourrai pas accomplir cette démarche, ces témoignages, tant que le rapport de la garde civile ne sera pas disponible. Cela a eu lieu en juin et en novembre 2024. Le rapport de l'Office d'assurance sociale internationale est rédigé et ajouté au dossier. Eh bien, donc, de novembre à juin, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'en mai, jusqu'à ce que ce soit approuvé, jusqu'en mars, jusqu'à ce que ce soit approuvé, il n'y a eu aucune démarche. Écoutez, si vous dites que tant que le rapport n'est pas prêt et que le rapport est publié en novembre, et vous, de novembre à mars, ça fait 5 mois ou 4 mois, un délai de gestion, ils n'ont aucune justification et ensuite ils font une mesure d'instruction. Vous aviez des mois pour auditionner les témoins. Qu'est-ce qui s'est passé? Que, comme l'ont dit la coupe et la photo, comme l'a dit Miguel Alain, et la coupe et la photo ne sont pas soupçonnés d'être des supporters du Barça, ils ont dit que l'affaire Negreira, je cite textuellement, a failli être classée. Comme je le disais, elle a failli être classée. Qu'est-ce qui s'est passé? Que ce soit à cause de la pression médiatique, ou pour une autre raison, ou à cause de critères juridiques différents des miens. Votre honneur, à la Cour provinciale, a décidé de rejeter le recours de ces messieurs et de poursuivre la phase d'instruction. D'accord? Vous voyez, elle la suit, avec le risque que ses avocats poursuivent. Le jugement final sera-t-il rendu après appel ou tout peut-il être annulé pour vice de procédure? La preuve d'instruction, mais bon, ça continue là. Et la preuve d'instruction continue, que se passe-t-il? Que les témoignages sont prévus pour le 18 septembre. Le 18 septembre. La prolongation accordée est déjà finie. Il doit approuver une nouvelle prolongation. C'est-à-dire encore 6 mois pour nous amener jusqu'en 2026. Ceci est donc voué à l'échec parce que cette juge a hérité d'une procédure judiciaire d'un juge avec tout le respect que je dois à son honneur qui a mené une instruction très défaillante, n'est-ce pas? Comme incriminer le délit de corruption. Incriminer le délit de corruption à Negreira à la porte en considérant Negreira comme un fonctionnaire public, c'est-à-dire toute une série de choses. Donc, ce que je dis et que j'ai exprimé sur les réseaux sociaux, c'est ce qui dérange les gens. Je suis le seul juriste à le dire dans ce pays, hormis Tony Frexa, qui soutient le Barça. Je parle d'un juriste neutre. Voilà, il est indépendant, qui dit qu'il ne voit nulle part le délit de corruption sportive. Et comme moi, j'ai étudié ce délit parce que c'est un délit très récent. Ce délit n'existait pas il y a 10 ou 12 ans. Il existait le délit normal de corruption ou de corruption publique, corruption dans les affaires, mais celui-ci, la corruption sportive, est nouveau. Par conséquent, il y a très peu de jurisprudence. Il y a la jurisprudence de l'affaire Sassouna et pas grand-chose de plus. Il faut découvrir petit à petit. La jurisprudence de l'affaire Osasuna ne vaudra pas non plus pour cela. Quand certaines personnes, certains disent non, ça ne vaut plus. Et en plus, si l'on prend l'affaire Osasuna, cela renforce encore l'idée que Barcelone est innocent. Pourquoi? Regarde, le délit de corruption sportive est juridiquement un délit de simple résultat. Qu'est-ce qu'un délit de simple résultat? Ou consommation anticipée. Cela signifie que l'infraction n'a pas besoin d'être totalement réalisée pour constituer un délit. Mais dans ce cas, il n'existe pas la moindre preuve que un président, dirigeant, entraîneur ou joueur du Barça ait rencontré Negreira et un arbitre. Et ils ont dit, regarde, je te paye ces 8,5 millions parce que truc ce match et un autre ce jour-là, il a sifflé 2 pénaltys pour le Real Madrid, le Barça. Il a sorti 2 cartons rouges. Ça n'existe pas dans son Madrid. Parce que je me pose la question suivante, la réflexion suivante. Et à tous nos supporters, pour commettre des délits. Si je devais commettre un délit, j'utiliserais aussi mon intelligence comme pour faire un master, une préparation à un entretien, ou pour faire. Si je devais commettre un délit, je dirais, si je dois payer un arbitre, eh bien je sors.
300 000, 500 000 ou 1 million d'euros en liquide depuis mon compte dans une mallette. Je vais je ne sais où, mais je vais régler des factures par virement, laissant une trace bancaire au fisc. Truquer un match ferait de moi l'idiot criminel par excellence. Parce que je laisserai... Une preuve. Donc, cela démontre la naïveté du Football Club Barcelone, qui a payé autant pour des rapports neutres, vraiment. Parce que si je veux payer pour truquer des matchs, j'apporte l'argent dans une mallette, j'apporte l'argent, je ne fais pas de virement et je ne le déclare pas à... Avec tout déclaré. Ça n'a pas de sens en déclaré. Il a un sens déclaré de délit de corruption sportive. Donc je ne vois pas le délit de corruption sportive, même comme constatation anticipée, c'est-à-dire même comme intention, parce qu'il n'y a aucune preuve. Car la déclaration fiscale de M. Negreira affirmait que Barcelone avait payé pour préserver la naturalité. Elle n'est pas valable devant un tribunal et peut être interprétée de nombreuses façons. Par conséquent, ce que nous avons maintenant dans l'affaire Negreira, ce sont des soupçons, ce ne sont même pas des indices, parce que moi, je ne les élève même pas à la catégorie d'indices. Les indices non plus ne suffisent pas pour condamner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui défendent l'idée de condamner sur la base d'indices. Cela arrive rarement dans une affaire judiciaire, car on ne condamne pas seulement sur des indices, on condamne sur la base de preuves. D'accord, mais dans ce cas, on parle de soupçons, de conjectures. Les soupçons ne sont ni des indices ni des preuves, donc insuffisants pour condamner. Je pense qu'en tant que vice-président des habitudes, chargé des promotions et rétrogradations, il accompagnait les habitudes jusqu'au tunnel des vestiaires du Camp Nou. Alors, est-ce que je soupçonne qu'ils ont donné une mallette d'argent ou qu'ils ont payé cet argent parce qu'on leur a accordé un penalty? Non, d'un point de vue probatoire, comme l'a mentionné Emilio Cortés, professeur de droit, c'est diabolique. Impossible à prouver. Le lien de causalité entre un penalty sifflé en faveur de Barcelone et ses paiements. Et alors? Pourquoi m'a-t-on accordé 3 penaltys? Pour quelle raison? Oui, j'ai payé, mais pour corruption sportive, il faut un lien avec le paiement. Non, une corruption sportive, c'est comme moi quand j'ai dénoncé la Supercoupe d'Espagne. Parce que j'avais des enregistrements audio de Gérard Piqué avec M. Rubial qui ont été rendus publics sur toutes les chaînes de télévision où Gérard Piqué disait à M. Rubial, j'ai déjà eu 7 bâtons, soit 7 millions d'euros, et 4 autres, mais cela ne garantit pas leur obtention. C'est pour ça que j'ai porté plainte. Mais après, on verra bien. Mais bon, t'as des indices? Oui, ce sont des enregistrements. Bon, si j'en avais un de... je ne sais pas. Pino Zamorano, Alfonso Pino Zamorano, un ami à moi, avec Enrique Negreira, on lui dit « Prends ces 100 000 euros que le Barça m'a donné. À la 90e minute, appuie sur celui-ci, t'inquiète pas, le Barça va gagner. » Par exemple, je mets quelque chose. Eh bien, ça, c'est une preuve. Il y a un WhatsApp, il y a un email. Mais il n'y a même pas de témoignage d'arbitre. Il n'y a même pas de témoignage. Parce qu'on pourrait dire, bon, il y a des témoignages. Il y a 3 arbitres ou 3 personnes qui disent qu'à telle date, Negreira a donné, ou il y a un virement de Negreira ou de la Société Noire ou du fils à un arbitre de football. Il n'y a pas non plus de virement. Tu comprends? Donc, tout cela tomberait, ce serait bien, et de nombreux juristes le savent. J'ignore pourquoi ils ne s'expriment pas publiquement. Eh bien, avec tout le tort qui a été fait au Barça, et évidemment, avec tout ce qui a été dit dans la presse, avec ce que tu racontes, Miguel, j'espère que le Barça agira tôt ou tard et qu'il portera vraiment plainte et se défendra, défend l'institution. Parce que la marque Barça en tant que telle a été très abîmée. Ajoutez à cela, et au sujet des leviers dont nous avons parlé auparavant, nous sommes des ogres. Le Barça est un ogre en ce moment en Espagne. C'est un club qui vole, qui a fait des choses, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est vraiment pas le cas. C'est très fort. Regarde, en ce moment, je ne me souviens plus, mais je crois que tous ces paiements ont coïncidé avec l'époque de Guardiola. Effectivement, Messi. Des équipes avec le meilleur Barça de l'histoire, avec Xavi et Iniesta. Bien sûr, il faut voir que cela coïncide aussi avec le fait que nous avons gagné la Coupe du Monde avec eux, l'Espagne, avec tous les Espagnols. Donc je pense que, écoute, on va voir ni le récit sportif, ni le récit juridique. Ça ne tient pas. Le meilleur
le meilleur Barcelone de l'histoire, avec le meilleur joueur du monde à ce moment-là, qui était Monsieur Messi, avec d'autres des meilleurs joueurs du monde, Xavi, Iniesta et compagnie, Puyol et d'autres personnes, On... ont obtenu ce succès grâce au jeu qu'ils développaient. Hein. Je suis entraîneur pro de football avec le diplôme Union des associations européennes de football pro niveau 3, j'en témoigne. Tu comprends? Y a-t-il eu des erreurs arbitrales précises? Des erreurs arbitrales qui ont bénéficié au Barça? Oui. C'est sûr aussi. Des erreurs arbitrales ont favorisé le Real Madrid et Getafe. Cela veut dire que s'il avait consulté l'arbitrage vidéo, il n'y aurait pas eu d'erreur arbitrale, parce qu'il y en avait, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs arbitrales. Maintenant, avec l'arbitrage vidéo, imagine quand il n'y avait pas d'arbitrage vidéo, donc dans ce cas, ce sont des erreurs arbitrales. Jamais dans l'histoire du football, que ce soit avec Barcelone ou Madrid, cela n'a été vu. Un arbitre corrompu, notre esprit peut l'imaginer, car c'est possible dans tous les métiers. Et en 80 ans ou 50 ans d'arbitrage, aussi bien dans le football professionnel que dans le football amateur, eh bien, maintenant quelqu'un a découvert, comme nous l'apprenons maintenant que je viens de l'apprendre, que le gouvernement de Navarre a payé 40 millions d'euros à une entreprise de fermer. C'est-à-dire, eh bien, c'est pareil. Alors, qu'il puisse y avoir ça dans toutes les professions, il peut y avoir ça. Mais en général, Je pense que l'affaire Negreira est louche et nuisible. Tu sais ce qui se passe? Et ceci est une critique envers le Real Madrid et Javier Tebas pour s'être constitué partie civile. et je vais justement te poser la question à ce sujet maintenant, sur le fait qu'ils se sont constitués partie civile pour chercher quoi? C'est-à-dire faire du mal, non? Au final, non. S'il y a un processus naturel, ils ont le droit de se constituer partie civile, non? Puisqu'ils se sentent concernés. Lésés, non? Mais bien sûr, en voyant qu'il n'y a rien. Miguel, Bien sûr, mais moi, si j'étais Johan, je le dirais d'abord à Florentino. Tu veux que je te soutienne avec la Super League et tu veux que j'aille avec toi pour la Super League et que tu te retournes contre moi? Soit tu te retires tout de suite de cette cause, soit tu pars de ton côté, je ferai ma Super League. Tu fais ta Super League. Et moi, je fais ma Super League. c'est comme ça? Laisse-moi voir. Et la Ligue, c'est-à-dire l'un des uns, pas un seul. Avec le Real Madrid, les deux clubs majeurs du monde, qui sont dans ta Ligue, tu te présentes contre eux pour dévaluer leur image. Au final, cela nuit à l'image de la Ligue que tu défends et réduit les revenus. Je pense que ça leur est revenu, car hier, le président a annoncé un record de revenus l'an prochain. Quand le Camp Nou rouvrira, ce sera énorme. Par conséquent, je pense que tout ça ne leur a servi à rien. C'est vrai, à Barcelone, il me manque plus de fermeté juridique sur certains points. Par exemple, ils pourraient en apporter plainte contre Javier Tebas pour confidentialité, mais préfèrent ne pas le faire pour le garder sous contrôle. Mais ça ne change rien. Tu ne contrôleras pas Javier Tebas, sauf en portant plainte contre lui. En fait, Miguel, dans ton tweet de l'autre jour, tu étais très clair, c'est-à-dire tu vas porter plainte, c'est-à-dire pour le délit qu'il a commis en publiant ce rapport du Barça de manière publique, ce qui est totalement illégal, il devrait être totalement inhabilité de la Ligue, c'est bien ça? Tu as dit chez Guy Jantes qu'une plainte d'un membre du Barça peut aussi aboutir. Voyons voir. Oui, dans le délit. Il pourrait y avoir un délit de divulgation de secrets, potentiellement poursuivi pénalement, à étudier. Administrativement, une infraction très grave existe. Et en plus, comme il y a des précédents dans lesquels je suis impliqué et protagoniste absolu, eh bien, il s'agit de la destitution d'Ángel María Villar, de l'interdiction d'exercer de Rubiales et de la nomination de Pedro Rocha. C'est-à-dire que moi, dans des cas similaires, parfois moins graves comme les échecs, tu pars. J'ai obtenu l'inhabilitation. Rien de moins que le président de la Fédération espagnole de football est en exercice, c'est-à-dire que c'est une personne plus importante que le président de la Ligue. Bien sûr. Pour moi, c'est clair. Il a manqué à son devoir de confidentialité envers tous les clubs. Et comment s'est-il rendu compte? Et le lendemain, parce que c'est la première fois que je vois la Ligue modifier ou retirer un communiqué de son site. Tu me comprends? Pourquoi? Parce qu'ils s'en sont rendus compte. Ils s'en sont rendus compte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous parlons de comment déposer une plainte. Regarde pour déposer une plainte. Cela se fait auprès du Conseil supérieur des sports et du secrétaire d'État au sport. Uribe en veut énormément à Tebas et au gouvernement. C'est fou. Au Barcelone doit en profiter tant que le Parti socialiste et Uribe sont présents, car ce sera impossible si Feijóo arrive.
est un proche de Louzan, président de la fédération, présent avec Javier Tebas à la fédération. Et pour commencer cela, il faut déposer une plainte. Et qu'est-ce qui se passe? Pour déposer une plainte, il faut avoir ce qu'on appelle en droit la légitimité active, la légitimation active. Qu'est-ce que cela signifie? Que tu aies un intérêt et que cela t'affecte directement. Alors, qui a cet intérêt et qui a la légitimité active? Tout d'abord, le Barcelone en tant qu'entité juridique, parce que c'est elle qui a été lésée, et ensuite, en réfléchissant un peu juridiquement, les sociaux qui paient religieusement leurs cotisations et qui sont membres du Barcelone, sont membres du Barcelone. En tant que membre du Barcelone, il peut saisir le Conseil supérieur des sports pour Monsieur Uribes. Et c'est très facile. Tout membre avec certificat électronique numérique rédige et présente la plainte au siège électronique du Conseil supérieur des sports. Qu'il effectue la recherche en ligne avec son certificat électronique, s'identifie et présente sa carte pour prouver son appartenance au Barcelone. Il porte plainte contre Uribes, qui engage déjà la procédure. C'est aussi simple que ça. C'était comme ça? C'est bon. Tout membre de Barcelone pourrait commencer. Il devrait apporter le fameux communiqué qui figure dans mon tweet, officialisé devant notaire, parce qu'ils l'ont déjà supprimé, parce qu'ils le protègent. Ils apportent le communiqué officiel que j'ai moi-même. Twitter. Ils présentent leur carte de membre et d'identité. Ils déposent une plainte en expliquant un peu, si tu n'as pas d'avocat en droit, n'importe qui, qu'ils prennent le CGPT et mettent la disqualification que j'ai faite de Pedro Rocha, qui est disqualification du président de la Fédération espagnole de football. Il entre la disqualification dans CGPT et demande une plainte similaire à celle de Pedro Rocha. Pour ceux qui n'en ont aucune idée, il le fait, point. Voilà l'étiquette, car aujourd'hui, il n'y en a aucune. Simple. Normalement, Barcelone le ferait avec Laporta à sa tête. Mais si Dieu ne le veut pas, alors n'importe quel membre ou un groupe de membres peut le faire. Fantastique. Je pense que le sujet est devenu plus clair. Au cas où quelqu'un voudrait le faire. Miguel, je vais te poser des questions sur le Real Madrid et Florentino. Que se passe-t-il avec Madrid? Avec l'histoire du stade, ils ne peuvent plus organiser de concerts. Madrid peut-il recruter ou non? On laisse tout passer à Madrid, ton avis? Parce qu'on ne parle pas autant du Madrid, on n'en parle pas autant dans les médias. Bon, la première chose que je dois dire, c'est que le délit environnemental avec le stade dénoncé par les voisins des États-Unis, eh bien, c'est un peu tiré par les cheveux parce qu'il faut quand même prouver qu'il y a eu une atteinte à la santé de certaines personnes. Même s'il a très bon fondement juridique, plainte pour excès de blond, délit environnemental. Alors, je comprends que avoir une maison à côté et avoir ce stade à côté, eh bien, la réglementation ne le permet pas, donc bien sûr, ce n'est pas possible. À Madrid, une discothèque ferme si le voisin du dessus se plaint 2 fois du volume trop fort. J'ai vu des amis propriétaires de discothèques fermées pour excès de bruit. Ou les salons de thé, qu'on appelle maintenant salons de thé. J'ai un ami à Vallecas, en plus j'ai un ami à Vallecas que j'ai défendu, à qui on a fermé le salon de thé, parce qu'il faisait plus de bruit que la normale. Les voisins du dessus, la copropriété a porté plainte, ensuite ils l'ont traîné au tribunal, mais ils portent plainte. Je ne comprends pas. Selon la plainte des voisins, la limite de décibels autorisée par la réglementation de Madrid a été multipliée par 2000. Et ce n'est pas tant la question du stade. Et ça, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Les leviers que le Real Madrid a pu utiliser sur la base de ses contrats. Ou est-ce que ça me semble aussi légitime que ceux du Barcelona? Je ne vais pas dénigrer ce que je ne comprends pas dans le 2 poids, 2 mesures de la Liga. Sur les leviers du Real Madrid comparés à ceux de Barcelone, c'est mon point. Ou les leviers du Real Madrid et... Pourquoi ce 2 poids, 2 mesures pour Madrid par rapport à l'Union des associations européennes de football et Barcelone? Mais moi, je ne vais pas trop critiquer ces opérations financières de Florentino. Je les trouve bien, tout comme les opérations financières de Laporte. Je les trouve bien, je ne vais pas les critiquer. Tout. Pourquoi? Parce que je crois au libre marché. Je suis contre le fair play financier qui va à l'encontre du droit de l'Union européenne.
Peux-tu imaginer une règle en Espagne ou en Europe imposant à Mercadona, Resol ou Carrefour combien dépenser et gagner chaque année? Mais pourquoi? C'est ce qui se passe ici dans le football. Et au final, nous ne pouvons pas rivaliser à égalité avec la Première Ligue ou d'autres. Au final, à cause de ce genre de loi, Contre les clubs-États financés par des milliardaires arabes, on ne peut pas rivaliser ni les laisser grandir. C'est-à-dire, je le vois comme ça, mais la faute revient au Real Madrid lui-même, au Barcelona lui-même. Pourquoi? Ils auraient déjà dû signaler cela à l'Union européenne devant la Cour de justice pour lancer une affaire. Et Bosman, mais pour les clubs, ils ont dit « Ne limitez pas mes dépenses ou ce que je mets dans SAPO ». Ceci viole les articles 101 et 102 du traité sur l'Union européenne car c'est un marché libre. Et si je veux dépenser des milliards sans les avoir, je fais faillite. Est-ce que ce sera un problème pour les sociaux du Barça qui ont permis à ce monsieur de dépenser cela? Ce n'est pas la faute du libre marché, mais de la tutelle voulue par la Liga et l'Union des associations européennes de football. Et Javier Tebas à propos des culés, parce qu'il ne les considère pas comme majeurs pour s'autogérer, eh bien, ça me paraît un peu infantile. Et si on n'entend pas? Si on arrive à un moment où le Real Madrid et le Barça ont un budget de 10 milliards d'euros et que Getafe en a 10, eh bien, écoute, c'est comme Apple qui a 200 milliards de dollars et la petite entreprise informatique en face de Mika Samparla à 10 000 euros. C'est la loi du marché, c'est le capitalisme pur et dur où on va transformer la Liga en une ligue communiste, c'est-à-dire, est-ce que je... tu comprends? Tu comprends? Oui, oui, oui. Et Real Madrid Télévision? Quelle est ton opinion, Miguel, sur ce que le Real Madrid a fait avec cette télévision? Chaque semaine, avec les arbitres, avant les matchs? Je comprends que chaque club peut gérer sa télévision comme il le souhaite, mais conditionner ainsi le corps arbitral, un jour oui, un jour non, de façon aussi explicite, et ensuite, eux, ils font comme si non, non, moi je n'ai rien à voir avec ça. Ça va, enfin, oui, c'est à nous, mais non, enfin, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Et bon, j'ai ici deux avis, un avis juridique et un avis éthique et moral. L'avis éthique et moral. Je ne trouve pas correcte la ligne télévisée du Real Madrid. Allant à l'encontre des habitudes et en réalisant ce type de reportage d'une certaine manière pour faire pression sur l'habitude et l'avis juridique. Le Real Madrid a la liberté d'expression. Il peut faire ses vidéos sans souci. Tu comprends? Donc, Real Madrid Télévision, Barça Télévision et toute chaîne disposent de la liberté d'expression. Tant qu'ils ne tombent pas dans le délit d'injure, de calomnie, de coercition ou d'extorsion ou de pression, peu importe comment tu veux l'appeler envers un arbitre, on me demande la liberté d'expression. Pour un amateur de football, ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que cette télévision est regardée par beaucoup de mineurs. Qui jouent au football et Qui iront ensuite sur les terrains de football de Villaverde, par là, ou Getafe. Ils accusent l'autre devant l'arbitre de 15 ans. Pourquoi? Il faut apprendre à respecter l'arbitre, même s'il se trompe contre notre équipe. Il faut donc commencer à respecter. Et je ne trouve pas non plus que ce soit bien. Pardon, je ne trouve pas bien non plus que, avant une finale, des arbitres apparaissent en conférence de presse. J'ai été l'un des premiers à défendre que les arbitres devaient avoir la liberté d'expression pour pouvoir parler à la presse et faire des déclarations. Et je l'ai défendu. Et avec l'arrivée de Louza, eh bien, ils ont essayé. Mais on ne peut pas, la veille d'une finale, dire ce qu'a dit cet arbitre contre Madrid, ça influence déjà. Tu comprends? Et alors? Mais ils se sont sentis très offensés par Madrid Télévision. Oui, mais non. on ne peut pas dire ça avant une finale, parce que regarde ensuite comment le match s'est déroulé. Mais alors, parce que nous parlons de parler d'un match à venir et d'une équipe à venir. Pourquoi ne pas attendre après le match pour faire ces déclarations? Pourquoi ne pas les faire une semaine plus tôt? Pourquoi tu le fais la veille du match? Les habitudes, ils veulent faire une conférence de presse. D'accord, mais pour discuter, pas pour évoquer des polémiques, pour parler des choses du match, de comment tu te sens, de comment tu abordes ce match, de ce que tu penses du jeu d'une équipe ou de l'autre équipe, mais pas pour évoquer les polémiques à la télévision ou l'affaire Negreira. Et non, parce que sinon on transforme ça en un salvame footballistique. Non, oui. Là-dessus, je suis avec toi. Miguel, là-dessus, je suis avec toi. Ce qui se passe, c'est que je pense que, comme ça vient, ça a un parcours. Voilà. Peut-être que l'homme s'est senti tellement sous pression et tellement qu'il l'a lâché, mais peut-être qu'il a raison. Il aurait sans doute mieux valu se limiter au match et à l'après-match. Publiquement. Prendre un micro et dire, écoutez, je me sens comme ça à cause de ceci, ceci et ceci.
Je n'aime pas que cela ait été dit car cela a nui. Mon jugement en tant que professionnel a été remis en question, mais bon, au final, et je vais te dire une chose, et c'est mon opinion personnelle. L'opinion juridique est la même que celle que j'ai exprimée à la télévision. Si j'étais cet arbitre et que le président de la Fédération de Lausanne me réprimande pour mes déclarations, je lui dirais cela. Écoute, Ipama, si tu m'as laissé faire une conférence de presse, respecte ma liberté d'expression pour tout. Bien sûr, tu ne peux pas me dire de faire une conférence de presse, mais de ne pas parler de ça. Je peux tout dire. Tant que je n'insulte ni ne calomnie personne, et là je n'insulte ni ne calomnie personne. Par conséquent, si elle l'a mise sur le devant de la scène, la responsable c'est la Fédération espagnole de football. Si elle l'a mise sur le devant de la scène et a voulu dire cela, la responsable c'est la Fédération espagnole de football. Ce n'est pas à l'arbitre de dire cela, même s'il a la liberté d'expression comme nous tous. Maintenant, et moi d'un point de vue chrétien, eh bien je dis écoute, moi président du comité des arbitres, je lui dirais mince, ne te mêle pas de ça. Pourquoi en as-tu besoin, tu comprends ? Mais lui, il peut en avoir besoin parce que la liberté d'expression protège cet arbitre et toute personne qui participe à une conférence de presse. Effectivement. Miguel, une conclusion brève. Je ne veux pas te prendre trop de temps du call to action, qu'en dis-tu? C'est-à-dire, avec tout ce qui s'est passé cette année, ils veulent tout changer. Que faut-il faire au call to action pour que ça marche au mieux? La question des arbitres et l'application des règles comme les hors-jeux, penalties, mains. Donc, quelle est l'opinion de Miguel Galán sur ce sujet? Arbitral, purement arbitral? Eh bien, la première chose que je dois dire est la suivante. Pourquoi ne connaissons-nous pas le classement des arbitres pendant la saison? Pourquoi est-ce que c'est une clandestinité? On saura pendant la saison la position de chaque arbitre, tu comprends? Exploiter l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies pour les nominations. 6 sur 40 arbitres, l'un est premier, un autre troisième, un autre avant-dernier, un autre en promotion ou en relégation. Il ne faut pas que le premier arbitre toujours les matchs importants, ni le dernier. Ne pas arbitrer de bons matchs, mais montrer que ce gars a arbitré et l'utiliser. Ça, pour commencer, que tout le monde sache, écoute, c'est l'arbitre du dernier du classement de la Première Ligue qui m'a arbitré, et moi, putain, il m'a arbitré un super match. Ou que l'on sache, écoute, mais comment ça se fait que cet arbitre a été rétrogradé de catégorie? Et il se trouve que tous les matchs, comme je l'ai vu à la télévision, il les a bien arbitrés. Donc ce serait un exercice de transparence et de bonne gouvernance très belle pour le football pratiqué dans d'autres ligues européennes. Écoute, on sait tous, si on sait que Cadix ou le Celta sont derniers, alors pourquoi ne pourrions-nous pas savoir que Gil Manzano est dernier? Qu'est-ce que j'en sais? Le premier, c'est le Real Madrid ou Barcelone, mais au fond, je ne sais pas qui l'est. Tout acte connu pour commencer. Ensuite, ils doivent être plus indépendants et discrets. Mettre surtout des personnes plus compétentes et moins politisées. Comme ceux qui sont là actuellement, n'est-ce pas? Ils ont successivement voté pour Lausanne, Rubiales, puis Rocha, et ont forcé les autres à faire de même. Là, il y a bien vraiment de la corruption électorale, les autres. Je ne pense pas qu'il y ait de corruption sportive, mais là, il y a bien de la corruption électorale, parce que je l'ai vécu personnellement. Ils disent aux arbitres pour qui voter, Villaroviares ou un autre, et leur donnent le bulletin. Ça, je l'ai vu moi-même, donc là, il y a vraiment de la corruption. Alors, je pense que ce qui va se passer, d'après mes informations, c'est qu'on va supprimer la fonction de président du Call to Action. Ils vont tout partir et il y aura un président directeur général des arbitres. On va donner le poste de président directeur général des arbitres à quelqu'un qui n'a pas forcément été arbitre, ni qui doit l'être, ce qui peut aussi être une erreur, de toujours mettre des personnes qui ont été arbitres. Si ce dont on a besoin, c'est d'une gestion, d'une organisation, d'une administration, et tout ça. Puis, coordination avec la Ligue concernant montées et descentes, préparation. Revaloriser les salaires pour éviter que quelqu'un ne soit tenté de rejoindre un club. Parce que pauvres, très bien, c'est ce qui se passait avant, ils étaient très peu payés, donc ils n'étaient pas inscrits à la sécurité sociale. Avant, les licenciés n'avaient pas droit au chômage. De nombreux anciens arbitres n'ont pas eu de pension à cause de leur métier. Tous ces droits du travail doivent encore être beaucoup améliorés pour les arbitres qui ne les avaient pas avant, donc il faut les améliorer. Donc, il faut l'améliorer, parce que si un arbitre gagne un demi-million d'euros par an, il sait qu'il aura sa pension, il sait que s'il est renvoyé, s'il descend de catégorie, ou s'il est licencié, ou s'il a une blessure, ou s'il prend sa retraite à cause de l'âge, il aura droit à 2 ans de chômage. N'aura-t-il pas envie de parier ou de demander à une amie de miser pour que Barcelone ou Madrid perdent? Il fixe des objectifs d'argent et demande un pénalty en sa faveur, il n'aura pas cette tentation. Par conséquent, si la Ligue a 1 milliard d'euros, 2,5 milliards d'euros de droits, télévision et un chiffre d'affaires total de 10 à 15 milliards.
On ne peut pas avoir des arbitres qui gagnent 200 000 euros. Tu comprends? Faut-il payer plus les arbitres? C'est-à-dire, nous avons des joueurs, le joueur qui gagne le moins, 150 000 euros pour une équipe réserve. Je ne sais pas. Il y a des arbitres très bons, donc ils ne peuvent pas tous être payés pareil. Un arbitre nouvellement promu ne devrait pas gagner autant qu'un arbitre de Ligue des Champions, Coupe du Monde ou Euro. Et il devra être payé beaucoup plus. Ou celui qui est déjà en première division depuis 5 ans. Il devra gagner plus, c'est-à-dire qu'il devra avoir une catégorie supérieure, comme le responsable spécialiste ou l'ouvrier. Tous devront avoir des catégories, comme cela se passe dans la vie réelle, dans les entreprises. Non? Alors je comprends cela. Concernant les habitudes, changer sans retirer la call to action, nommer un président, directeur général et une organisation pour gérer cela. Liste ouverte pour connaître les promotions et relégations. Améliorer l'arbitrage vidéo. Appliquez l'intelligence artificielle aux nominations et, beaucoup d'autres choses. Je ne suis pas expert dans beaucoup d'habitudes, mais je ne suis pas expert dans le domaine. Je suis président des entraîneurs de football. Ce que savent les entraîneurs de football, n'hésite pas à me demander, n'est-ce pas? Mais les habitudes? Eh bien, j'ai mon opinion limitée qui est celle-ci. En tant que président du Centre national de formation des entrenadores Miguel, concernant les entraîneurs, il faut reconnaître publiquement le niveau en Espagne. Soyons fiers de nos entraîneurs. Ils exercent partout dans le monde, contrairement à d'autres pays européens. Sans fausse modestie, je peux dire que la fierté me revient, car dans le monde des entraîneurs, Miguel Galán est reconnu pour ses 20 ans d'expérience. Il y a 20 ans, le gouvernement a instauré une loi pour encadrer la formation des entraîneurs de football en Espagne. Grâce à Miguel Galán, des centaines d'entraîneurs entraînent aujourd'hui à l'étranger. Pour avoir conclu un accord avec Luzán, président de la Fédération espagnole de football, après en avoir écarté 3 autres. Et pour donner la licence à Guafa Pro, depuis 2000, avec le décret royal 320, 2000, la formation d'entraîneurs de football a été intégrée au système éducatif espagnol, ce qui a élevé le niveau et fait de nous les meilleurs. Je le dis car j'ai été aux États-Unis, en Chine et au Mexique. J'ai pu voir mes entraîneurs à l'étranger, d'autres entraîneurs. J'ai parlé avec des gens d'autres pays. Ils m'écrivent pour que je leur vende, pas pour que je leur enseigne, mais pour que je leur vende. Mon savoir-faire de mon entreprise CENACE sur le sujet des contenus, sur l'entrée de Google, eh bien effectivement, oui, c'est pour se vendre, ça oui? Les gens se forment. Depuis que les diplômes sont gérés par les centres du ministère de l'Éducation d'Espagne et non plus par la fédération. Autrefois, que se passait-il? Ça continue. Tu sais que j'ai été critique, que les diplômes étaient offerts aux anciens footballeurs simplement parce qu'ils avaient été footballeurs, comme Artidan, comme Asabi, comme beaucoup d'autres. Je m'y oppose. On ne doit pas accorder de diplôme juste pour avoir été footballeur. Des exemples le montrent. La vie dans le domaine du football est pleine de très bons joueurs qui ont été de très mauvais entraîneurs. Parmi eux, Lothar Matthaus, Maradona, qui ont voulu devenir entraîneurs et ont été un échec. Et dans le sens inverse aussi, il y a des entraîneurs qui n'ont pas été footballeurs et qui ont été les meilleurs du monde. À Ryosaki Mourinho, des gens aussi anciens footballeurs, ils sont devenus les meilleurs entraîneurs, comme Guardiola ou Ancelotti. Tout est plein? Que tout est plein. Je défends l'entraîneur de base, car j'en viens. De la base et je viens du quartier. Bien sûr que oui. Regarde, je viens d'un village de Huelva. De Bolus, pour le comté, je ne sais pas si tu connais, j'ai des amis, c'est-à-dire d'ici de Bolus, du comté, d'ici de Huelva, qui s'entraînaient en Chine et au Qatar, ont le niveau 3 et ils vivent très bien, très heureux. Et je dis, mec, c'est impressionnant. Et ils me le racontent, en fait, des amis personnels à moi qui passent les diplômes et qui me disent, mec, c'est un truc de fou. En fait, je crois qu'en ce moment, il y a une formation ou quelque chose à Madrid, bientôt à Madrid. Un congrès? Oui, demain, on m'a invité. Un congrès, on m'a invité. C'est la première fois dans l'histoire de la Fédération espagnole de football qu'on m'a invité au congrès des entraîneurs. Et donc, je vais y aller par respect, étant donné qu'on ne m'a jamais invité. Parce que, comme vous le savez, j'ai toujours été celui qui s'opposait au président. Et maintenant qu'il y a une bonne relation, eh bien, on m'a invité et je vais y aller. Je vais te raconter une anecdote sur cet ami de Chine, car j'ai de nombreux élèves là-bas et au Qatar. En janvier, moi, j'étais aux États-Unis pour une affaire personnelle. Cela a coïncidé avec la remise de la licence par la FAPRO et le déblocage que j'ai effectué. J'étais à l'ambassade de Los Angeles pour traiter l'acte de naissance de mon fils. Et il a coupé une histoire à Los Angeles, à l'ambassade.
Et rapidement, un entraîneur m'a écrit, Miguel Angel, je suis à 10 km de toi, je veux prendre un café, est-ce que je peux te voir, etc. Moi, tu vois que je suis ici à l'ambassade, je vais monter maintenant. Eh bien, le type a pris sa voiture, je ne sais pas combien de kilomètres il a fait, et moi je suis descendu. En face, dans une start-up près de l'ambassade d'Espagne à Los Angeles, on a pris un café. Il m'a dit qu'il vit aux États-Unis depuis 14 ans, après être tombé amoureux d'une fille lors d'un entraînement, et qu'il n'a pas la licence WFA Pro. Grâce à mon accord avec Lausanne, il lui avait donné. Il aurait pu faire l'affiche, mais il est resté vivre là après. Et qu'il touchait 150 000 $ par an pour entraîner une équipe d'enfants. Putain, mec, c'est incroyable, c'est énorme. Et rien, je l'ai remercié, je l'ai vraiment remercié. Et bon, comme ça, beaucoup. Parce qu'on m'écrit d'autres parties du monde. quelle est Bien au Mexique, donc oui. Nous avons Une excellente formation des entraîneurs. fantastique. Eh bien, Miguel, je pense que tout ce que nous avons abordé ici a été très intéressant. Évidemment, nous pourrions rester ici encore de nombreuses heures, mais je ne veux pas te voler ton temps. Je te remercie sincèrement d'avoir été ici avec nous au Barça. Plus de 700 personnes à 7 heures du matin, c'est fou vraiment, et c'est pour une chaîne comme la nôtre sur Twitch, parce que nous sommes sur Twitch, mais les gens sur YouTube vont aussi voir ça. Ce soir, ils vont à Flip Party et seront ravis de t'entendre. Merci beaucoup. Ici, tu es chez toi pour tout ce dont tu as besoin. On s'occupe de tout. Félicitations pour ton courage, ton travail indépendant et ta façon d'aborder le football en observant autour du ballon, contrairement à beaucoup d'autres. Privilégiant souvent l'écharpe au football. Et même si je suis une chaîne, un culé et tout ça. Mais je pense qu'il faut beaucoup plus de gens comme toi. Et je ne te le dis pas pour te faire plaisir ni rien, mais parce que je pense que c'est nécessaire. Aujourd'hui, Miguel, je crois que c'est comme ça. Bon, je crois qu'ils vont déjà m'influencer. Dans ce sens-là, je ne supporte aucune équipe. Avant-hier, j'étais à l'émission de Juanma Rodriguez El Chiringuito. Je suis ami avec 2D2. De Roncelo, Alfredo Duro et J. Jordi, je n'ai donc aucun souci de ce côté. Celui qui est mon ami doit respecter. Et je ne suis pas le Barça à Barcelone, et je ne suis pas fanatique, à part que je suis fan du chanteur Raphaël, mais c'est tout. Incroyable. Eh bien, Miguel... Incroyable. Eh bien, Miguel, merci beaucoup. Vraiment, prends bien soin de toi et on se revoit très bientôt, d'accord? Voyons si le Barça suit la règle 1-1. Je pense que oui. Nico Williams pourra être inscrit. Selon Fabrizio Romano ce matin, tout est presque finalisé. C'est fantastique. Mec, si le président s'est jeté à l'eau, c'est qu'il y a de l'eau. C'est sûr. Prends bien soin de toi. Merci beaucoup, Miguel. Une grande accolade. À bientôt. Un plaisir. Merci beaucoup.